Bonjour à toutes et à tous. Vous retrouvez pour ce webinaire. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Et nous allons démarrer dans quelques secondes. Je vois que la liste des inscrits s'agrandit. La liste des participants s'agrandit. Bon, je vous propose de démarrer. Donc, de nouveau, bonjour à toutes et à tous. Pascal Photus et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième webinaire dédié à la fonction de directeur ou de directrice de la transformation. Il y a un peu plus d'un an, nous étions déjà réunis pour vous présenter notre étude dans la tête d'un directeur de la transformation. Et ce jour-là, vous avez été nombreux et nombreux en tant que professionnels du métier à exprimer l'envie de poursuivre, d'aller plus loin, échanger avec vos pairs, partager des expériences, vous rencontrer entre vous. Et pour répondre à cette attente, nous avons lancé avec Pascal les rencontres DDT, 3 fois par an dans d'un sympathique dîner, offert par Oasis d'ailleurs. Nous nous retrouvons avec cet objectif, donc une fois de plus, de faire vivre ce réseau, d'approfondir ensemble des thématiques. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est plusieurs choses. D'abord, nous allons revenir sur les grandes conclusions de cette étude, parce que beaucoup d'entre vous, je pense, les découvrent ce matin. On va y ajouter les enseignements des 3 rencontres d'été que nous avons réalisées avec Pascal en 2024. Alors, bien sûr, on ne pourra pas tout reprendre, parce que nous avons d'abord des échanges assez riches. Et puis, en tout cas, en ce qui me concerne, Pascal, je ne sais pas, mais pendant les dîners conviviaux, moi, je n'ai pas pris beaucoup de notes. En tout cas, en relisant les comptes rendus de ces 3 rencontres, c'est très intéressant. Il y a des sujets qui émergent et qui méritent qu'on s'y attarde, et donc on y reviendra ce matin. Et puis ensuite, nous allons partager un temps fort avec une table ronde animée par Pascal et avec 2 participants qui sont présents avec nous ce matin et que je remercie infiniment pour le temps qu'ils nous consacrent. Donc Antoine de Cernon, directeur de la transformation de Nestlé France, et puis Frédéric Hanin, DRH de la mutuelle territoriale, plus connue sous le nom de MNT. Et puis, dans un 3e temps, nous réserverons le dernier moment de ce webinaire pour répondre à vos questions. Alors, profitez du chat qui est à votre disposition, parce qu'on passera les questions revues à la fin du webinaire, et nous avons un objectif, c'est de répondre à toutes vos questions avant 9h30, qui est l'heure de fin de notre webinaire, et qui vous permettra ensuite de poursuivre votre journée sereinement. C'est parti. Alors, notre étude sur les directrices et les directeurs de la transformation. L'objectif de cette étude, c'était de mieux comprendre le rôle du directeur ou d'une directrice de la transformation. Et le premier enseignement, la première chose que nous a appris cette étude, c'est bien évidemment des choses sur le métier du directeur de la transformation. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons découvert qu'il n'existe pas en réalité un, mais plusieurs DT. Alors, on a identifié 4 grands profils qui, bien sûr, se combinent les uns les autres, mais avec tout de même, en fonction des personnalités et des postes, une dominante pour chacun. Alors, le premier profil, c'est celui que nous avons appelé avec Pascal le PMO. Je pense que le terme veut bien dire ce qu'il veut dire. Et donc là, on a un directeur transformation qui va suivre les chantiers de la transformation et qui va être le garant de la cohérence des chantiers, de l'optimisation des ressources utilisées pour la transformation. Il va s'assurer aussi que tout ça travaille en bonne synergie. Vous avez un deuxième profil type qui est celui que nous avons appelé le conseil. Alors le conseil, c'est le DT conseil, c'est celui qui va être là pour plutôt apporter de la méthodologie aux opérationnels, du support également. C'est un profil d'ailleurs qui se rapproche assez de notre métier à nous, Oasis, quand on intervient en accompagnement de nos clients sur les transferts. Alors vous avez, si vous allez sur la gauche là, du slide, le 3e profil qui est le producteur. Alors le producteur, lui, c'est un profil opérationnel. Il a en charge, il pilote une transformation qu'on lui a confiée. Et puis vous avez ce 4e profil que nous avons appelé l'agitateur ou l'agitatrice.
Et dans ce cas, la direction générale attend de cette personne qu'il ou elle apporte un regard disruptif sur les pratiques de l'entreprise, qu'il impulse le changement. Il a souvent une carte blanche d'ailleurs. Et celles et ceux d'entre vous qui ont participé à notre troisième rencontre qui avait eu lieu de mémoire en décembre 2024 savent qu'on a beaucoup débattu à cette réunion sur ce profil. Parce qu'on s'est posé la question finalement, est-ce que le DT doit ou ne doit ne surtout pas être un agitateur? Et j'y reviendrai dans quelques minutes dans ma présentation. Et puis, chose très intéressante, il y a un élément qui rassemble tout ce monde-là, voilà, quel que soit son profil, et c'est ce que nous avons appelé la façon d'agir. C'est-à-dire que quel que soit le contenu du poste du DT, ce qui est attendu de lui, c'est une façon d'agir pour faire agir. Et moi, je me souviens très bien que quand on a mené l'étude l'année dernière, une DT m'avait dit en interview, David, mon job, c'est l'invisible. Et alors, je l'ai relancé, je lui ai dit, ça veut dire quoi l'invisible? Et elle m'avait répondu, je dois agir pour que les autres agissent. Voilà, je ne sais pas le dire autrement, c'est ça qu'il y a derrière ce terme, mon job, c'est l'invisible. Alors, il y a une autre question clé qui a été posée dans l'étude, en tout cas révélée dans l'étude, c'est la question de la pérennité, de la stabilité de la fonction. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que c'est confort quand on est directeur ou directrice de la transformation? Et la réponse, elle est clairement non, pour une raison assez simple, c'est que une DT, c'est toujours, en tout cas, moi, je n'ai pas de contre-exemple en tête, un parti pris organisationnel. Et donc, vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est que quand on est DT, en fait, on n'est jamais sûr de ce que sera l'avenir de sa fonction, parce qu'on n'est jamais sûr de ce que sera l'avenir de l'organisation dans laquelle on évolue. Alors, je pourrais développer, mais on y reviendra peut-être si vous avez des questions. Je voudrais tout de suite passer au troisième point. Je vous parle depuis le début de cette présentation je vous parle du DT ou de l'ADT, mais en fait, ce n'est pas un loup solitaire, le directeur de la transformation. C'est les DT évoluaient dans deux grands types de modèles organisationnels. Vous savez ce que nous avons appelé le 80-20. Le 80-20, là, vous avez 80% des ressources dédiées à la transformation qui sont dans la direction de la transformation. Donc, elles dépendent directement du DT. Et là, donc, vous avez des DT qui ont des grosses équipes. Et l'objectif dans ce modèle, c'est de contrôler le rythme des transformations, la cohérence de l'action. Il faut que ça avance. Voilà. Donc, il faut avoir la main sur les ressources. Et à contrario, vous avez des entreprises qui sont plutôt dans le modèle 20-80. Donc là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que vous avez des petites DT. Parfois, le DT est tout seul, d'ailleurs, sans aucune ressource dédiée. Et la transformation est alors portée par des ressources qu'on, je vais le dire comme ça, le terme est mal choisi, qu'on ponctionne qu'on mobilise dans les métiers, qu'on mobilise sur le terrain. Et là, l'enjeu, c'est d'avoir une transformation appropriée par le terrain avec des ressources qui vont devoir mettre en œuvre la transformation. Et donc, on leur demande de la concevoir. Et puis, troisième point, là aussi très intéressant, quand on demande au DT, mais c'est quoi les compétences dont vous avez besoin? Il ne nous parle même pas de mouton à 5 pattes, il nous parle de mouton à 1000 pattes. Et ça, ce n'est pas anodin. On y reviendra peut-être aussi dans les questions. Quand on nous dit, nous consultants, j'ai besoin de moutons à 1000 pattes en termes de compétences, souvent, c'est qu'on ne sait pas exactement ce dont on a besoin précisément. Et donc, ça pose la question du rôle des DT, de la maturité des directions de la transformation. Et puis, quatrième point, on a un peu exploré la question des KPIs. Alors, les clients que vous êtes demandent souvent, et même peut-être toujours aux consultants que nous sommes, à quoi verrons-nous que nous avons réussi la transformation? Et moi, ça me titille cette question parce que ça fait un paquet d'années que je fais ce métier. Et je vous avoue que je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Je vous le dis très, très humblement. Et ce qui m'a rassuré, c'est que l'étude montre que les directrices et les directeurs de la transformation ont les mêmes interrogations que nous, consultants. Alors, quand on leur demande de nous parler des KPI sur des sujets du type pilotage, mise en œuvre de chantier, là, oui, effectivement, c'est assez clair. On a des KPIs qui sont connus, qui sont rodés. On mesure le respect des délais, des budgets, la tenue des budgets. Est-ce que les livrables sont délivrés dans les temps?
vous avez ces tableaux Excel, vous savez, avec des petits soleils, des petits smileys, des nuages, etc. Mais dès qu'on rentre dans la dynamique humaine, là, c'est beaucoup plus compliqué. Comment est-ce qu'on mesure l'évolution des pratiques, des aptitudes, de l'engagement des équipes? On en a beaucoup parlé dans les rencontres. On a trouvé quelques pistes, mais le sujet reste encore à explorer. Et donc, bien évidemment, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à nous rejoindre dans nos prochaines rencontres. Et puis, dernier point, on l'a vu, c'est une fonction qui s'exerce sur un terrain d'argile. Et donc ça pose la question de comment j'anticipe l'après, parce qu'il y aura très probablement un après. Et donc on s'est interrogé sur ce sujet. Maintenant, vous savez tous, pour se connaître demain, il faut savoir comment on est et d'où on vient. Et l'étude nous dit des choses très intéressantes aussi là-dessus. C'est que en réalité, on ne naît pas DT, on le devient. Les DT qu'on a vus dans les interviews pour l'étude, qu'on a vus dans les rencontres, nous ont souvent dit, moi, rien ne me prédisposait à être directrice ou directeur de la transformation. On a des gens qui viennent de la stratégie, du marketing, du commerce, des RH, de la finance, de l'informatique, etc. etc. Alors ensuite, quand on leur demande, mais c'est quoi votre prochaine étape? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils abordent cette étape future, qui va être plus ou moins proche, avec optimisme. Et ils l'approchent avec optimisme pour les raisons que vous voyez là sur le slide. Ils sont en confiance, parce que quand on a été DT, ça ouvre un large champ de possibilités pour le poste d'après. Et puis, ça donne des atouts, parce que de nos jours, avoir travaillé sur le thème de la transformation, je peux vous dire que c'est extrêmement rassurant pour une direction générale, des managers décisionnaires opérationnels, quelle que soit la fonction pour laquelle ils les cherchent. Alors, pendant ces rencontres, je vous l'ai dit, il y a des sujets intéressants qui ont émergé. Et précisément, on a appris beaucoup de choses sur l'avenir, la façon dont doivent évoluer les directions de la transformation. Moi, j'ai retenu trois grands éléments de ces rencontres sur ce thème du futur des directions de la transformation. C'est-à-dire au-delà du futur de la directrice, mais la question, c'est comment va évoluer son organisation. La première chose, c'est que c'est un métier qui émerge. C'est un métier neuf, et donc qui se cherche encore un peu. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième chose, c'est que c'est un centre de coût. Je n'ai pas encore parlé de ça de ce matin, mais c'est quand même un centre de coût. Donc, ça coûte de l'argent à l'entreprise, ça coûte de l'argent donc au budget des opérationnels qui contribuent au financement de cette direction. Et puis, la troisième chose, c'est que c'est un métier qui est attractif. On a beaucoup de DT qui nous ont dit dans l'entreprise, on a des gens qui se positionnent en mobilité interne pour venir chez nous et on a beaucoup de candidatures externes. Alors, vous allez me dire, so what? Ok, on a ces trois caractéristiques, mais si on y réfléchit un peu, si vous additionnez un métier neuf, donc qui se cherche, qui est un métier qui est un centre de coût pour ceux qui vont l'utiliser, et qui de surcroît est un métier attractif, donc vous avez énormément de personnes qui disent « je suis volontaire pour donner un coup de main », et ben ça fait un cocktail un peu explosif en termes de… ça peut créer des malentendus, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire à quoi je sers, qu'est-ce qu'on attend de moi, et il peut y avoir des misfits. Et c'est pour ça que il nous semble, avec Pascal, que les directeurs et les directrices de la transformation ont quand même un challenge pour les mois et les années à venir, et en tout cas, il y a vraiment du boulot. C'est qu'il faut absolument qu'elle travaille sur… Après, bien sûr, ça va dépendre de chaque entreprise, mais fondamentalement, il va falloir travailler sur la professionnalisation du métier, clarifier les attendus, créer peut-être des formations dédiées, des parcours professionnels qui intègrent le passage dans la fonction, etc., etc. Il y a une deuxième chose qu'il faut faire également, c'est se structurer. Et c'est là où je vais faire un rebond avec ce rôle d'agitateur dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que le DT doit être ou pas un agitateur? En tout cas, s'il l'est, il doit systématiquement l'être dans un cadre structurant. Il faut toujours qu'il y ait un minimum de gouvernance. Il faut fixer des priorités. Il faut faire des feuilles de route. Ce n'est pas parce qu'on change qu'on part dans tous les sens. Et donc, il faut faire cette structuration pour avoir la maturité organisationnelle que l'on a dans toutes les autres fonctions de l'entreprise. Et puis, un dernier point, c'est qu'il faut être pédagogue.
il faut, je crois que c'est toi Antoine qui avait dit à une session, il faut entre guillemets vendre la fonction aux opérationnels, c'est-à-dire expliquer à quoi elle sert, sortir du flou, bien faire passer sa valeur ajoutée. Et là, c'est vraiment le rôle du DT de faire ça. Voilà. Et puis en conclusion, avant de passer la parole à Pascal et à la table ronde, je voudrais boucler la boucle avec ce point, pour moi, est fondamental dans le rôle du DT qu'on a vu au début, c'est cette notion de la façon d'agir pour faire agir. Lors de notre deuxième rencontre, c'était en juin de l'année dernière, on a fait un petit atelier, un petit workshop avec les participants. Je vous l'ai dit, hein, les rencontres, c'est à la fois convivial et en même temps, c'est studieux. Et on avait ce petit cas pratique. Donc là, c'est du copier-coller. Et vous allez voir, on atteint un niveau d'humour parfois très très fort dans nos rencontres. Le cas pratique est le suivant. L'entreprise, ça change, a recruté son ou sa DT. Et la question posée au groupe était, quels sont les signaux faibles à surveiller pendant les 6 premiers mois de la prise de poste qui pourraient révéler une erreur de recrutement? Voilà. À quoi on verrait qu'on s'est loupé. Et je vais vous laisser découvrir les résultats du workshop. C'est très, très significatif. Qu'est-ce qu'on a entendu? Eh bien, s'il y a des signes d'essoufflement, de découragement, s'il ne prend pas d'initiative, s'il n'a pas d'interaction et de retour positif avec ses parties prenantes, s'il n'a pas de point d'appui dans l'organisation, s'il n'a pas passé de deal avec les acteurs internes, s'il n'est pas invité dans les instances existantes, vous voyez, c'est intéressant ça comme critère, alors c'est qu'on a fait une erreur de recrutement. Ça, si ce n'est pas des soft skills qui vont aider quelqu'un à faire agir ses pairs, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'en ai déjà dit beaucoup, le temps passe, et je vous propose de passer directement à la suite de notre webinaire. Pascal, je te donne la main. Merci beaucoup, David, pour ce premier temps. Bonjour à toutes et à tous. Et j'ai le plaisir vraiment d'animer cette table ronde en présence donc d'Antoine de Cernon, hein, que je remercie à nouveau, directeur de la transformation chez Nestlé, et Frédéric Hanin, DRH chez LD. Donc, ce qui va nous amener à avoir des débats intéressants aussi, d'articulation entre entre fonction de la transformation et direction des ressources humaines. Alors, en prenant du recul, hein, à partir de tout ce qu'a énoncé David et de nos rencontres, hein, et aussi à l'appui des observations, hein, qu'on peut faire, hein, dans nos accompagnements, dans des contextes de transfo, sous l'angle de la restructuration et voire sous l'angle du soutien pour des enjeux de croissance, hein, pas que de la restructuration. On se rend bien compte effectivement que c'est une fonction, la fonction transformation est en pleine transformation, hein, donc c'est ce que nous apprennent l'étude et nos interventions, et on voit bien qu'il y a une incarnation, il y a eu des incarnations dans des rôles de PMO, mais que ça va bien plus loin aussi. Ça peut aller jusqu'à la capacité de l'organisation à appréhender le changement, hein, donc on voit qu'effectivement, il y a une étendue de rôle. Donc, ce qui m'intéresse lors d'un premier échange, Antoine et Frédéric, c'est qu'on constate donc un vrai enjeu de design, hein, de la fonction de transformation. La fonction transfo se transforme. Quelle est ta vision du sujet, Antoine, chez Nestlé? Eh ben, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, parce que tout à l'heure on avait des petits soucis de micro. Donc je suis ravi de participer à cette table ronde sur un sujet qui me passionne. Donc Nestlé, juste peut-être en 2 mots pour vous décrire un petit peu comment on aborde la transformation. Donc c'est un gros business en France, c'est le 3e marché pour Nestlé dans le monde. C'est environ 3 milliards de chiffre d'affaires, 10 000 personnes, et avec des enjeux transformationnels, j'allais dire quasiment permanents. On a progressivement constitué une équipe de 5 personnes, plus moi, donc ça fait 6, pour embrasser donc tous les enjeux de transformation. Donc on a une direction de la transformation qui est bien établie, en fait, qui est maintenant mature au sein de l'organisation. Alors pour répondre à votre question, Pascal, je dirais que avec un peu de recul et d'expérience sur le sujet, en fait, la transformation, elle est protéiforme dans l'entreprise et elle peut toucher de nombreux domaines. Donc, ça touche bien entendu souvent les organisations,
ça peut toucher la gouvernance, donc la façon dont, une fois que l'organisation est établie, la façon dont on organise en fait ces différentes directions. Ça peut toucher les process. Donc là, on est plutôt sur de l'invisible, en fait, et nos façons de travailler. Ça peut toucher les outils, de plus en plus avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Ce sont des enjeux majeurs pour les entreprises. Et bien entendu, souvent, on parle de transformation culturelle. Et donc ça, c'est un enjeu aussi qu'il convient d'embrasser au sein d'une direction de la transformation. Alors, je dirais, pour faire vraiment simple, et encore une fois par expérience, en fait, la transformation, elle peut se conduire de deux manières. Soit on est dans le cadre d'un projet bien identifié. Il y a un début, il y a une fin, il y a des livrables, il y a un timing, il y a un budget qui est défini, on constitue une équipe projet, qui d'ailleurs peut faire partie de la direction de transformation, mais bien souvent, on doit faire appel à des ressources qui sont existantes dans l'entreprise, parce que la transformation, c'est pas la direction de la transformation qui conduit à la transformation. Le rôle de la direction de transformation, c'est d'accompagner la transformation au sein, bien entendu, de l'organisation. Donc là, on est sur des projets précis. Donc, quel type de projet? Ça peut être l'entreprise qui change de périmètre par acquisition, par cession. Ça peut être aussi une fonction qui se réorganise. Ça peut être aussi le déploiement de nouveaux outils. Voilà. Donc là, on est sur un projet bien identifié. On parlait tout à l'heure du rôle de PMO, donc qui prend bien entendu toute sa place dans ce type de transformation, mais pas que. Le PMO ne pourra rien faire tout seul. Donc ça, c'est le premier enjeu de transformation. Le deuxième, et souvent on l'oublie un peu, c'est une transformation qui se conduit au travers d'un process d'amélioration continue. Et c'est important sur toutes les questions qu'on s'est évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est la pérennité des directions de la transformation. Une fois qu'il n'y a plus de projet, je dirais qu'une fois qu'il n'y a plus de projet, il y a le sujet de l'amélioration continue, puisque l'entreprise, elle est pas hors sol, elle est dans un environnement qui change d'une manière extrêmement rapide. Et si on n'a pas établi et bien identifié cet enjeu de transformation dans l'amélioration continue, on loupe quelque chose. Donc, c'est un ajustement permanent des organisations. Et donc, on reviendra sur la compétence de Organization Design, qui est extrêmement clé dans ce type de direction. C'est aussi une adaptation permanente à nos façons de travailler, en mode agile, dans un souci d'excellence opérationnelle. Il y a aussi la dimension de résolution de problèmes, puisque c'est pas un long fleuve tranquille, une entreprise. On est souvent confronté à des dysfonctionnements ou à des problématiques qui n'étaient pas attendues, pas anticipées. Et là, il s'agit d'avoir des compétences clés pour accompagner ces sujets. Donc, la fonction transformation au sein de l'entreprise, elle doit embrasser ces deux capacités à transformer. La conduite de projet d'une part, et puis l'amélioration continue d'autre part. Merci beaucoup Antoine. Quelle est ta vision, toi Frédéric, chez MNT, donc de cette fonction transfo et de sa transfo, et de la transfo de la fonction? Oui, donc MNT, comme toutes les compagnies d'assurance, notamment dans la santé, est en changement continu, avec pas mal d'enjeux qui s'imbriquent, que ce soit la digitalisation accélérée, tout ce qui est transformation du modèle économique, etc. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que cette notion de transformation, à mon sens, recouvre de plus en plus le constat que les changements sont devenus permanents, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus l'exception comme avant, ou en tout cas une période un peu particulière pendant laquelle on mobilise des équipes d'un point A à un point B, mais qu'il s'agit plutôt effectivement d'un mode de fonctionnement continu, et c'est ce qui transparaît à travers à la fois votre étude, j'ai l'impression, et par rapport à travers les propos d'Antoine, c'est-à-dire qu'on passe progressivement d'une vision très projet à une vision, comme l'a dit Antoine, amélioration continue. Mais cet état de fait, il n'est pas neutre du tout. On y reviendra parce que, à mon sens, en tant que DRH, je pense qu'il y a une troisième dimension qui émerge progressivement, c'est l'entretien des équipes, c'est-à-dire la capacité des équipes à affronter le changement en continu.
Et on arrive à la notion de durabilité ou de soutenabilité. C'est-à-dire que derrière l'amélioration continue qui devient permanente, eh bien, il y a cette capacité des équipes à finalement vivre le changement en continu sans pour autant s'épuiser, se désengager, etc., etc. Donc, on y reviendra sans doute au moment de la discussion, mais je pense que cette troisième dimension qui est davantage RH, alors qui m'intéresse forcément particulièrement, va devenir de plus en plus importante pour des entreprises et des groupes qui sont encore une fois confrontés à la transformation au long cours. Merci beaucoup pour ce premier point, effectivement, qui cadre effectivement cette transfo depuis la gestion de projet jusqu'à la dimension de l'amélioration continue et cette question de la commence à poser la durabilité, la soutenabilité des concepts importants on commence à poser des briques sur les perspectives d'évolution, d'évolution de la fonction. Creusons maintenant, si vous le voulez bien, la question des compétences. Quelle est votre, parce qu'on voit bien que dans les questions de l'étude, ce point de la professionnalisation, ce point des compétences essentielles à détenir pour exercer ce rôle de directeur de la transfo. Antoine, quelle est ta vision de ces compétences essentielles phares pour cette fonction? Alors, le mouton à 1000 pattes, le fameux mouton à 1000 pattes. Mais bon, pour être plus sérieux, je dirais qu'il y a 4 compétences clés, enfin, de mon point de vue, 4 compétences clés avec un petit bonus quand même, de mon point de vue. La première compétence, c'est il faut qu'un directeur de la transformation soit à l'aise sur la conduite de projet. Donc, inévitablement, voilà, c'est une direction où on vient frapper à la porte quand on a un projet complexe, souvent transversal sur plusieurs fonctions ou sur plusieurs business, qui demande beaucoup de coordination. Donc là, la première compétence, je pense qu'il faut retenir, c'est le rôle de PMO, David. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un de structuré, d'organisé, qui a une bonne connaissance de l'entreprise, qui connaît ses rouages, et qui connaît les chemins en mauvais français, d'escalation, quand on rencontre toujours des problèmes et des besoins d'arbitrage dans le cadre d'un projet de transformation. Donc voilà, un profil assez cadré, assez structuré. Donc ça, c'est la première compétence qui, à mon avis, est clé. La deuxième compétence, la transformation, elle touche souvent les organisations. Donc, il y a une méthode, on ne s'improvise pas à changer l'organisation d'une entreprise, puisqu'il y a quand même des enjeux derrière. Donc, il faut quelqu'un qui soit capable qui a une bonne maîtrise de la méthodologie de org design. Encore une fois, ça s'improvise pas. Il faut d'abord faire un diagnostic, et mener le projet jusqu'à son implémentation, en passant par une phase de design. Donc, je pense qu'il est important qu'un directeur de la transformation, lui-même ou dans ses équipes, ait cette compétence de organization design. La troisième compétence requise, qui dit transformation, dit changement, donc accompagnement du changement. Là aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait connu et dans le domaine des ressources humaines. Je pense que Frédéric, tu connais parfaitement ces enjeux. Donc, accompagnement du changement, voilà, dès qu'on apporte une transformation dans l'entreprise, il faut accompagner l'organisation dans cette transformation et notamment le management intermédiaire qui va être absolument clé pour mettre en place cette transformation. Quatrième compétence clé, c'est une bonne capacité d'animation et de maîtrise des méthodes d'amélioration continue. Donc, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, et de la nature de l'entreprise, bien entendu, mais ce sont des approches type Lean, que vous connaissez, je pense, tous, de gestion de la performance, de résolution de problèmes. Voilà, donc ces méthodologies qui sont assez bien connues du monde des consultants, mais qui deviennent de plus en plus utilisées au sein de l'entreprise, sont tout à fait clés. Et le petit point de bonus, je dirais, on parle beaucoup de transformation digitale.
Alors nous, chez Nestlé, on a fait le choix de professionnaliser la partie digitale, donc c'est pas sous ma responsabilité parce que c'est un métier d'expert et tout le monde n'est pas expert en gestion de la data, de l'IA et de la digitalisation des process. Mais il faut que le directeur de la transformation ait quand même une bonne compréhension des enjeux digitaux, puisque cette direction de la transformation va être clé dans l'accompagnement en fait de cette transformation. Donc bonne compréhension des enjeux sans être pour autant un expert du sujet. Donc je conseille à tout directeur de la transformation de s'intéresser clairement à ces enjeux. Merci beaucoup Antoine, c'est très clair. Frédéric, quel est ton sur les compétences? Je vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Antoine, évidemment, la partie méthodologique, elle est à mon sens incontournable, c'est l'évidence. Je voudrais juste insister sur une chose qui a été évoquée en termes de change management, c'est le principe selon lequel plus un projet est complexe, plus il s'étend dans la durée et plus il va falloir mobiliser un nombre important d'acteurs intermédiaires, effectivement. Alors, il y a à la fois en termes de volume, ça veut dire qu'il va falloir donner une capacité d'initiative, une marge de manœuvre à un nombre important d'acteurs dans toute l'organisation, ce qui nécessite une bonne connaissance humaine et organisationnelle, évidemment. Mais aussi, je pense que c'est complémentaire, plus un projet est complexe et plus il va falloir embarquer, si je puis dire, impliquer ces acteurs en amont du projet, c'est-à-dire dès la conception. Et c'est ça qui rend les choses parfois compliquées quand on a une manière de gérer les projets assez traditionnelle, assez descendante et verticale. C'est en général une manière de fonctionner où la conception, d'une certaine façon, est monopolisée par des concepteurs et où les acteurs intermédiaires de l'entreprise sont centrés sur l'application. Plus un projet est complexe, à mon sens, encore une fois, plus il s'inscrit sur le long terme et plus il faut faire remonter un nombre important d'acteurs dans l'organisation, y compris dans la conception, de manière à s'assurer que des effets pervers éventuels, des effets de méconnaissance sont bien traités en amont plutôt que de les découvrir en cours de route. Donc, cette partie de change management prend une importance croissante à mesure qu'effectivement, on a à piloter ou à traiter des projets compliqués ou qui se superposent ou qui s'étendent dans la durée et ça rend encore une fois cette partie-là cruciale. Merci beaucoup Frédéric. Effectivement, parce que ça renvoie aussi, si on articule vos propos, c'est que effectivement, plus il y a cet enjeu de pouvoir intervenir en amont dans la conception, il se loge à cet endroit-là la compétence design organisationnel fléchée par Antoine, qui est la capacité, n'oublions pas qu'on parle de change, mais il y a cette capacité aussi pour les acteurs, cette mobilisation d'acteurs, de pouvoir questionner, challenger les organisations parce qu'elles vont bouger. Challenge une organisation, ça veut dire qu'on va aussi au niveau, dans nos préparations, on va aussi au niveau de comment se fait le travail, parce que effectivement, on va faire évoluer le travail. S'il faut faire plus, s'il faut faire une activité avec moins de personnes, on va automatiquement se dire comment je le fais autrement. Voilà. Et ça, c'est un challenge de l'orga et il va falloir l'embarquer parce qu'il va falloir progressivement construire des orgas qui soient tenables et durable et efficiente également, mais tenable pour les collaborateurs également. Donc, on voit bien que cette compétence de design, elle est importante et elle est autre que celle du change qui consiste à mobiliser des acteurs pour faire en sorte que le changement fonctionne. Merci à vous. Je garde la main avec toi, Frédéric, pour une troisième question qui j'ai le plaisir d'animer au sein de l'association un think tank. Donc, je dirige cette instance dans le cadre d'un dispositif d'innovation et de professionnalisation RH, un think tank RH qui mobilise 15 DRH. Et donc, dans ce think tank, on est aussi amené à réfléchir à l'évolution de la fonction DRH, compte tenu des enjeux énormes auxquels est confrontée la fonction aujourd'hui. Donc, on a une vision assez prospective. Et quel est ton point de vue sur l'articulation entre, en tant que toi que DRH, quelle articulation transfo RH s'oriente-t-on finalement aussi possiblement vers une DRH T, voilà, la DRH qui est actrice de la transformation également. Quel est ton point de vue sur le sujet? Alors mon point de vue, c'est qu'il faut prendre au sérieux le fait que justement les changements deviennent la norme et deviennent permanents, ce qui induit toute une série de
changement justement dans la façon dont la fonction RH se positionne. Moi, je vois 2 points fondamentaux par rapport à cette notion de transformation ayant un impact important sur la fonction RH. Le premier point, c'est ce qu'on vient d'évoquer, le changement peut de moins en moins être géré et traité comme une suite de projets descendants. C'est-à-dire que c'est un processus continu, ce qui signifie encore une fois qu'il faut mobiliser un nombre croissant d'acteurs de l'entreprise. Donc cette connaissance humaine et RH de l'organisation, du qui fait quoi, des acteurs influents, de ceux qui peuvent servir de relais, de ceux qui peuvent être contributeurs efficaces à tel ou tel projet, c'est déterminant. Donc ça rend le rôle de fonction RH opérationnelle de plus en plus important en amont même des projets. À titre d'exemple, je pense que ça a un impact aussi sur les relations sociales. C'est-à-dire là où, dans un modèle assez traditionnel, on consultait par exemple le CSE de temps en temps sur un projet défini dans le temps, là, ça veut dire qu'on a une relation continue avec le CSE, ce qui implique une relation beaucoup plus de confiance, je pense, beaucoup plus de partenariat, de manière à ne pas avoir à redécouvrir d'une certaine façon tous les enjeux de l'entreprise à chaque consultation. Donc, par exemple, à MNT, c'est vrai qu'on a renégocié notre accord CSE dans cette optique-là en vue d'une professionnalisation des acteurs sociaux, de manière à les rendre capables de discuter des enjeux économiques et stratégiques de l'entreprise, ce qui, d'ailleurs, permet aussi de faire monter d'un niveau la qualité, la substance du dialogue social. Le deuxième point qui me paraît vraiment important et que j'évoquais en début de cette séquence, c'est effectivement la soutenabilité et la durabilité humaine des changements. C'est-à-dire que les changements, c'est compliqué. Ça peut être facteur de stress, de déception aussi. Donc, vivre dans une atmosphère de changement permanent, eh bien, c'est s'exposer à l'affaiblissement, à la lassitude, au désengagement. Donc, ça veut dire qu'il y a un rôle de plus en plus important, à mon sens, de la fonction RH, mais aussi du management, en termes effectivement d'accompagnement humain permanent. Alors, à la fois en termes de capacité d'intervention, c'est-à-dire faire en sorte que de plus en plus d'acteurs de l'entreprise soient acteurs du changement et non pas variables d'ajustement. Donc, c'est donner plus de moyens, plus d'autonomie, plus de responsabilité à ces personnes. Et puis, c'est toute la partie qualité de vie au travail, conditions de travail qui est de plus en plus importante parce que, encore une fois, le changement permanent peut être usant. Donc, c'est mettre en place toute une série de dispositifs de soutien, d'écoute, de formation, de manière à prévenir cette usure. Moi, l'image qui me vient en tête, et je terminerai là-dessus sur ce point, c'est que la fonction RH va traiter le changement de plus en plus en run, en continu, et va devenir un petit peu comme un entraîneur sportif. C'est-à-dire un entraîneur sportif, il n'est pas là uniquement au moment d'un match. L'entraîneur est là en continu, de façon à préparer, débriefer, accompagner. Il y a la notion de retour d'expérience qui est de plus en plus importante, donc ça va modifier encore une fois en profondeur toute une série de processus attachés au management et aux ressources humaines, à mon sens. Oui, merci Frédéric. C'est intéressant parce que là, tu poses effectivement par anticipation des perspectives, les perspectives d'évolution de la fonction pour demain avec ces enjeux très forts en termes de soutenabilité. Soutenabilité, parce que là, on s'inscrit dans des marathons de changement et effectivement, la confrontation du management, aussi le management qui peut se désengager dans ces contextes-là. Donc, on a vraiment la question de la soutenabilité, dont fait partie la soutenabilité du travail. Voilà, parce que c'est ça qui est finalement des organes, de leur capacité à créer cette soutenabilité et de la durabilité. Donc, voilà, je crois que c'est des concepts hyper importants dans les perspectives d'évolution de la fonction, des perspectives de la fonction pour demain. Quel est ton point de vue, Antoine, chez Nestlé ? Alors, Frédéric, il a quand même dit beaucoup et il est le mieux placé. Je vais peut-être illustrer le truc. Moi, mon bureau, il est collé à celui du DRH. En fait, il est collé à 2 bureaux, à la DRH et la finance. Donc, il faut des hommes, il faut des budgets, et puis il ne faut pas être trop loin du CEO parce qu'on a besoin de son arbitrage et de son soutien, bien entendu, dans tous les enjeux de transformation. Donc, comme Frédéric l'a très bien dit, par nature, les enjeux de transformation sont intimement liés aux ressources humaines. Il n'y a pas une transformation que vous pouvez exécuter dans l'entreprise, y compris le digital, sans les hommes et les femmes de l'entreprise, la montée en compétences, les évolutions d'organisation du travail,
et à l'accompagnement, et en passant par l'accompagnement du changement. Bon. Alors, la transformation, entendons bien, elle n'est pas l'apanage. C'est pas que le sujet des DRH. Hein. Toutes les fonctions de l'entreprise sont à un moment donné touchées par des sujets de transformation. Mais les ressources humaines sont absolument clés pour conduire la transformation. Et tu l'as très bien dit, Frédéric, il y a des enjeux de relations sociales. Généralement, enfin, le droit social est ainsi fait en France, mais on ne peut pas changer les conditions de travail sans avoir à un moment donné en discuter avec les partenaires sociaux. C'est l'évolution des compétences qui sont aussi absolument clés, parce que bien souvent, les problématiques de transformation qu'on rencontre dans l'entreprise, et comme tout s'accélère beaucoup plus vite, se pose le problème de la montée en compétences des équipes dans le cadre d'un processus de transformation. Le rôle de manager est absolument clé, donc tout accompagnement de l'évolution du rôle du management intermédiaire est absolument essentiel, et sans parler de l'expérience collaborateur, de la marque employeur pour attirer des nouveaux talents, de l'évolution de la culture d'entreprise. Voilà. Mais Frédéric avait à peu près tout dit. Oui, merci. En 2 mots, avant d'élargir maintenant notre débat avec les personnes connectées, nos auditeurs, est-ce que vous pouvez dire en 2 mots sur les perspectives, donc les perspectives de la fonction pour demain? Voilà, prise de recul et projection. Frédéric. Je dirais que l'avenir, effectivement, est à des fonctions. Alors, toujours très solides, c'est ce qui a été évoqué à plusieurs reprises sur la partie méthodologique, bien sûr, mais de plus en plus, des fonctions capables de nouer des partenariats internes. Parce que, à mesure qu'on va avoir des changements, encore une fois, continus, étendus, eh bien, cette capacité à définir des mandats clairs avec des partenaires précis dans l'organisation va devenir fondamentale, parce qu'il y aura plus, en tout cas, il y aura moins un cadre précis sur mesure donné au coup par coup à des projets encore une fois bien définis. On va être plutôt dans un état d'opportunité de changement permanente. Donc cette capacité à créer des partenariats internes pour insuffler le changement, je pense que c'est un peu au carrefour des 4 profils que vous avez évoqués, y compris celui d'agitateur d'ailleurs, hein. Saisir ces opportunités dans l'environnement, mais les cadrer de manière sécurisante, de façon à pouvoir déployer des projets de manière précise. Et en 2 mots, merci beaucoup Frédéric. En 2 mots, Antoine, les perspectives. Les perspectives. Donc, je dirais hier, en fait, on n'avait que quelques entreprises qui s'intéressaient aux enjeux de la transformation, et souvent, la transformation, c'était le domaine réservé d'une petite communauté d'experts et des sociétés de consultants. Hein. Souvent, on avait un enjeu de transformation, hop, tout de suite, on se tournait vers les experts et les sociétés de consultants. Aujourd'hui, et ça sera encore plus vrai demain, hein, non pas que Oasis, vous avez du souci à vous faire dans votre métier, mais la transformation, elle s'accélère, elle s'accentue, avec de véritables enjeux. Hein. On parlait de l'intelligence artificielle qui va, à mon avis, considérablement modifier les métiers et les compétences, mais donc de plus en plus d'entreprises, en fait, elles intègrent et professionnalisent de plus en plus la gestion de la transformation. Ça, c'est le constat que je fais. Alors, bien entendu, à l'échelle de sociétés peut-être les plus importantes en matière d'organisation. Alors, je dirais, donc, la transformation hier, c'était nice, hein, c'était peu embrasser, en fait, tous les enjeux de la transformation. Aujourd'hui, c'est une question de survie, c'est un must. Je pense que les entreprises ne survivront pas, quelle que soit leur taille, si elles n'appréhendent pas ces enjeux de transformation dans les années à venir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Frédéric. On continue, merci beaucoup, Antoine. On continue donc nos échanges en élargissant le cercle à nos auditeurs. Oui, merci à tous les 3. On a quelques questions sur le chat, d'ailleurs, dont certaines ont déjà des commencements de réponses
avec la table ronde. Alors, on a des questions et puis on a des partages d'expérience. Ce que je vous propose, c'est je ne sais pas si ceux qui ne sont pas connectés sur le chat, vous pouvez vous y mettre. Donc, on a Xavier Froisset qui nous dit, et qui précise, hein, officier général en reconversion professionnelle. Plutôt qu'un centre de coût, un DT peut être vu comme un centre de performance à court terme. La notion de court terme, moi, me titille, donc peut-être que vous pourrez réagir, Frédéric et Antoine. Et puis deux questions. Alors, une question intéressante. J'avoue, moi, je ne me la suis pas posée, mais c'est une vraie question. À partir de quelle taille, CA ou CA, une entreprise peut-elle raisonnablement recruter, financer un poste de DT dédié? Voilà. Parce que Antoine, tu viens de dire, c'est un sujet vital maintenant, et on l'a vu, c'est un centre de coût, et donc, voilà, on est rattrapé là par le principe de réalité. Et puis, Antoine, tu as dit qu'un DT est quelqu'un qui connaît l'entreprise. Peut-on devenir DT en venant de l'extérieur? L'étude nous a apporté quelques éléments de réponse. Hein. On voit qu'on a des profils très, très variés. Et quand on a fait l'étude, on avait pas mal de personnes qui avaient été recrutées directement dans l'entreprise. Même si être dans l'entreprise, c'est un plus, parce qu'on y connaît, comme tu disais aussi, Antoine, les rouages. Je propose de passer l'ensemble des questions, puis après, on peut revenir en fonction de qui veut répondre. Frédéric, Antoine, ou même Pascal, tu peux intervenir. Et puis, je me permettrai, si des idées me viennent, de réagir. Valérie Georgeot, alors, à titre d'exemple, donc là, partage d'expérience intéressant. Je suis DRHT. Là, on est au cœur du sujet. RH plus transformation, avec une équipe dédiée sur le T. Conseil interne dans l'organisation, dont organe du travail et, je vais un petit peu trop vite dans mon chat, voilà, et QVCT. Des cadres formés au design, donc on a là l'aspect professionnalisation, et à la réingénierie des processus. Et puis, c'est une toute nouvelle direction. Nous devons encore nous consolider. Comme la DRHT accompagne aussi les process, nous ne sommes pas forcément dans le changement permanent. Donc là aussi, notre réaction, Frédéric et Antoine, m'intéresse. Et puis, Céline Decolonge nous dit, et nous pose une question. Ce qu'elle nous dit, les projets de transformation proviennent très souvent de l'implémentation de la stratégie de l'entreprise portée par la direction générale. La question, en conséquence, quel lien à avoir et entretenir avec la direction générale? Et puis, pas que, parce que la question s'étend également au processus d'amélioration continue, avec les propositions qui peuvent venir de changements qui peuvent venir du terrain. Et bien évidemment, là, ça fait écho, Frédéric, à ce que tu disais il y a quelques instants, l'aspect permanent, mais aussi l'enjeu de cadrer, voilà. Et de sécuriser, voilà. Et puis pendant que je lisais ces questions, je vais peut-être donner la parole parce qu'on a deux questions qui sont venues, parce que là, voilà, il faut, sinon on ne va pas s'en sortir. Tu as raison. Après, ça va au-delà de notre capacité de mémoriser les questions. C'est ça. Peut-être je vais répondre aux premières questions, puisqu'elle faisait suite à peut-être mon intervention. La première, c'était à partir de quelle taille on peut se payer une direction de la transformation. Je vais peut-être retourner la question. C'est du moment où vous dépensez un budget significatif en consultant à chaque fois que vous devez bouger, il faut commencer à se poser la question. Et en fait, c'est pas une question de taille, ça va dépendre aussi de l'enjeu transformationnel de l'entreprise. Mais voilà, dès qu'on commence à se tourner trop souvent, je dis pas qu'il faut jamais le faire parce que on fait appel aussi, même avec une direction de la transformation, à des consultants sur des sujets très précis et qui demandent des expériences, des expertises particulières. On continue à le faire, bien entendu. Mais dès que l'entreprise commence à avoir un budget pour accompagner des projets ou de la transformation, voilà, il faut commencer à se poser la question. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est est-ce que un directeur de la transformation peut venir de l'extérieur? Bien sûr. Et c'est même une richesse parce que c'est bien d'avoir des gens qui ont connu autre chose, qui ont fait autre chose, qui ont vu d'autres entreprises, d'autres organisations. Donc ça, c'est extrêmement riche. Bien entendu, la première chose à faire en arrivant, c'est de complètement s'immerger au sein de l'entreprise et d'en connaître son fonctionnement, ses process de prise de décision. Ça sera absolument clé pour la suite. Merci Antoine.
La question posée, donc le lien avec la direction générale, quand on a fait l'étude, hein, on avait ce verbatim, la DT, c'est la direction de la transformation, la personne qui occupe cette fonction, c'est une rencontre entre un projet et une direction générale, ou un directeur ou une directrice générale. C'est un verbatim qui est sorti, donc je pense que là aussi on est au cœur du sujet. Alors Antoine, tu nous disais que tu étais entre pas dans la DRH, le CFO, mais le CEO n'était pas loin non plus. Frédéric, ton bureau, il est où? Le mien, il est pas, il est au milieu de mes équipes, mais je pense qu'il n'y a pas de souci pour aller voir le directeur général si besoin, bien sûr, ou mes collègues du comité de direction. Je pense que ce qui est fondamental, c'est la possibilité de circuler entre les uns et les autres. En fait, c'est la fluidité dans l'organisation et la possibilité de pouvoir, encore une fois, s'adresser rapidement, simplement à tel ou tel responsable dans l'organisation, bien sûr. Le lien avec la direction générale en termes purement organisationnels peut avoir un enjeu en termes de légitimité, notamment quand on crée la fonction. Et qu'elle est... Oui, je pense que ce qu'il faut éviter, c'est le directeur ou la directrice de transformation fusible. Parce que la tentation peut être grande pour une organisation qui a du mal à changer, mais qui sait qu'elle doit changer, de nommer quelqu'un qui va tout porter et qu'on va pouvoir ensuite, d'une certaine façon, accuser de ne pas avoir suffisamment fait bouger les choses. Et on revient à la question du mandat, du cadre de départ. C'est-à-dire il faut que cette personne ait à la fois les moyens d'insuffler le changement, mais que la répartition des responsabilités soit également claire. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit Antoine, la transformation, c'est l'affaire de tous. Donc, c'est pas l'affaire d'une personne, mais c'est l'affaire effectivement de toutes les directions. Et ce qui me semble vraiment important, au-delà du positionnement officiel dans l'organigramme, c'est véritablement à la fois le mandat, c'est-à-dire qu'est-ce qui est capable de faire la personne, quelle décision clé elle est capable de prendre, et comment se répartit ce pouvoir au sein notamment de l'équipe de direction. Est-ce que chacun est impliqué ou pas? Donc encore une fois, le risque, je pense, c'est de faire porter à une personne l'intégralité de la responsabilité d'un changement qui appartient à tout le monde. Et ça, c'est délicat. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a Pierre Bécard qui nous pose comme question comment les DT trouvent leur place dans les organisations entre direction, stratégie, DRH, métier. Est-ce que précisément, la réponse n'est pas c'est parce que c'est l'affaire de tous qu'il est intéressant d'avoir une direction de la transformation qui fait le lien entre ces gens-là, qui impulse, qui fait des synergies entre l'ensemble de ces... Oui, et il faut que les mandats soient clairs. C'est comme, voilà, c'est-à-dire il faut que la répartition des responsabilités, des décisions, les KPI soient clairs pour éviter les ambiguïtés ou les jeux d'organisation qui peuvent être nuisibles, on va dire, à la fonction. J'abonde complètement. Il y a deux choses absolument essentielles lorsqu'on commence à mettre en place une organisation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui embrasse la transformation. C'est un cadre clair. Il faut que le cadre soit compris. Quel est le scope, le périmètre d'intervention de la direction de la transformation. Quel est son rôle au sein de l'organisation et quel est son périmètre d'intervention. Et deuxième élément absolument clé, et bien entendu en lien avec la question sur la direction générale, enfin la relation entre la direction de la transformation et la direction générale, une feuille de route claire. On part de la stratégie de l'entreprise, qui est définie généralement sur un cycle de 2 à 3 années, et à partir de ça, on définit une feuille de route. Dans cette feuille de route, il y a probablement des projets, il y a des sujets d'amélioration continue, il y a des enjeux de performance parfois, voire même souvent. Et donc, on définit avec la direction générale la feuille de route de la direction de transformation et on la présente au comité de direction. Et là, après, il n'y a plus de sujet. D'accord ? Donc, le rôle est clarifié et la feuille de route est établie. Merci Antoine, très bien. Valérie Georgeot qui apporte un apport d'expérience complémentaire au regard de nos échanges. Donc sur la question à partir de quand faut-il une DT, Valérie nous dit « Je suis dans une structure publique de 650 personnes en forte évolution et nous avons un DT, donc avec cette structure DRHT dont on a parlé il y a quelques instants.
Et donc dans la structure de Valérie, le DRHT est directement attaché à la direction générale. Et Sophie Hulot nous apprend que dans sa structure, le poste est rattaché au DG et à la direction de la stratégie. Et Franck nous apprend que le DT chez lui partage les mêmes syndromes que le DQ et le DESG. Alors, DQ, j'imagine, c'est direction de la qualité. DESG, là, Franck, si tu peux préciser dans le message, donc DESG, c'est le quiz de fin de webinaire. Durable, voilà, bien sûr. Donc effectivement, oui, c'est vrai, c'est des fonctions qui émergent, qui sont transverses. Et moi, je me souviens très bien, il y a quelques années, quand les thèmes de la qualité commençaient à être considérés comme fondamentaux, se posait aussi la question du positionnement des directions qualité. Absolument. Merci beaucoup. On a vraiment effectivement ces questions de positionnement, mais on voit bien d'ailleurs l'exemple donné par très intéressant, Valérie Georgeot, derrière cette DRHT, parce qu'on voit comment s'articulent profondément les sujets. Il y a des questions de positionnement, mais profondément dans ces évolutions dans lesquelles les transfos deviennent régulières, récurrentes, il y a besoin d'articuler ces sujets capables de pouvoir travailler très en amont sur ces questions de durabilité. Ça veut dire quoi concevoir, designer du travail et l'organisation pour que ça soit à la fois efficient, mais également que ça permette de positionner progressivement des organisations durables. Donc, on voit très bien comment ça se tricote et ça s'articule entre transfo et RH si on veut créer cette tenabilité, cette soutenabilité, cette durabilité et ne pas effectivement tomber dans des épuisements, parce qu'on voit beaucoup quand même dans nos interventions que la question de la charge de travail, la charge mentale, etc., est très présente. Et on sait que la santé mentale est un vrai sujet chez les DRH. Le premier sujet au niveau mondial pour les 2-3 ans qui viennent. Voilà. Merci Pascal. Alors je vois que Maria Christina est en train de poser une question ou faire un apport d'expérience. Il va être là dans quelques instants, au temps de clore ce webinaire. Je voudrais qu'on comprenne peut-être la question de Maria Christina, mais qui n'apparaît pas. Donc, je vais faire quelque chose d'iconoclaste, pour le coup, je vais être agitateur. Je voulais vous dire au revoir avant de prendre la question, mais en fait, la question vient d'arriver. Donc, on va la prendre, on va faire les choses dans l'ordre, finalement. Comment aider… Oui, c'est ça, on a la question de Maria. Voilà, on vient de la voir. Comment aider… Merci, Maria Christina. Comment aider le DT à gérer aussi son épuisement? Voilà, en lien avec ce que vient de dire Pascal. Est-ce que vous êtes épuisés, Frédéric et Antoine? Comment vous gérez? Est-ce qu'on vous aide à gérer? Antoine? Oui. Comment vous préservez épuisé, non, c'est peut-être un grand terme, mais effectivement, c'est la transformation. On n'est pas toujours sur des sujets faciles. Donc, il y a une pression, j'allais dire mentale, qui peut être assez importante. Et là, je pense que c'est la relation avec et la confiance aussi avec la direction générale et la direction des ressources humaines qui est absolument clé. Il ne faut pas hésiter à se faire aussi un peu coacher, à se faire accompagner dans ce parcours de transformation. Pour éviter l'épuisement, parce que il faut durer. Voilà, on est dans la durabilité et on est dans un marathon. Donc là, il faut comprendre comment est-ce qu'on va aussi préserver ses ressources et comment chacune des parties prenantes va préserver ses ressources également, les régénérer pour tenir bon dans le temps. Et demander de l'aide quand il faut, parce que c'est pas honteux à un moment donné de lever la main et de dire à son patron, bon là j'ai besoin d'une ressource complémentaire ponctuellement. Oui, parce que ce point-là renvoie dans vos interventions, on entend beaucoup la qualité des espaces de discussion dans l'entreprise, dans lesquels on peut s'appuyer pour de vrai sur des personnes en qui on a confiance pour partager, prendre de la distance, parce que cette charge mentale, elle n'est pas faite c'est pas fumeux, c'est des trucs réels, c'est des trucs auxquels on n'arrive pas à trouver des réponses.
c'est des choses sur lesquelles parfois des échanges de pratiques, le fait de pouvoir en parler, des espaces de dialogue en confiance, hein, les questions de dialogue sont quelque part quelque chose qui émerge complètement dans la fonction RH, créer ces espaces de dialogue qui nous permettent sur le travail, sur ce qui se passe dans la transfo, mais sur les évolutions du travail également. Et là, c'est quelque chose de très fondamental, la qualité des face-to-face, etc. Donc, on a des choses là dans les orgas qui sont aussi à sécuriser dans ces mouvements transformationnels. Très bien, mais il est 9h30 et donc nous allons sécuriser la fin de ce webinaire. Mais merci à tous les participants. Je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent, donc vous pourrez peut-être les des confirmations, des confirmations. Donc, mandat, voilà, ce sont des conditions de réussite collective. La confiance, hein, voilà, il y a un des enjeux. Absolument. Et merci à tous. Merci beaucoup Antoine, merci infiniment Frédéric. Merci à vous d'avoir organisé. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne journée. Au revoir à tous. Merci à tous, au revoir.